En 1870, un siècle et demi après la construction de l'Élysée, la défaite face à la Prusse va mettre un terme à l'empire de Napoléon III. La Troisième République est proclamée. À l'Élysée commence un nouveau règne, celui des présidents de la Troisième, les irresponsables de la République. Le pouvoir quitte l'Élysée tout simplement parce que les présidents de la Troisième ont un rôle protocolaire. Donc le pouvoir n'est pas au palais, le pouvoir il est sinon à Matignon ou plutôt dans les ministères. Et comme ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, il faut qu'ils entretiennent le peu qu'ils ont. Et pour marquer le peu qu'ils ont, il y a recevoir autant qu'on le peut, aussi bien qu'on le peut. L'Élysée a perdu l'aura de la puissance. Mais l'un des présidents, Sadi Carnot, brillant polytechnicien, va donner à l'Élysée sa pièce maîtresse, en faisant de Nécessité vertu en 1889. La France de la Troisième République se trouve au milieu encore des empires, des monarchies et des empires. Elle n'est entourée que de cela. Et par conséquent, on comprend que les réceptions que l'on verra sont absolument somptueuses. Rapidement, les capacités du palais arrivent à saturation. Alors, au départ, ça fonctionnait beaucoup avec les salons. Et le grand salon du premier étage, on y a fait des balles, mais on en a fait tellement que ça a complètement secoué la structure du plancher. Donc c'est pour dire qu'on s'en servait. L'Élysée n'est pas en état de représenter la France et cette nouvelle république ambitieuse qui veut s'imposer sur la scène internationale. Et avec l'anniversaire du centenaire de la Révolution et l'exposition universelle de 1889, elle n'a pas intérêt à décevoir. Pour l'événement, le président Sadi Carnot lance un chantier gigantesque au palais. La création d'une somptueuse salle de réception digne des plus grandes monarchies européennes. Tous les responsables ont toujours eu ce complexe de Versailles, du Louvre, de ne pas renoncer à cet effet que procure la grande architecture classique en pierre. Voilà. Mais en même temps, à un moment donné, il fallait faire des charpentes pour monter des bâtiments rapidement. Et l'apport du fer, évidemment, était extrêmement séduisant. Un matériau novateur dont la tour Eiffel, tout juste achevée, est le porte-étendard. Longue de 36 mètres, large de 24 et haute de 14, la nouvelle salle de bal aura donc une ossature métallique. Les murs seront montés en briques. Un choix de construction qui permet au bâtiment de sortir de terre en moins de 6 mois. Mais surtout, d'obtenir un volume utile jusqu'alors inégalé. Une salle des fêtes de cette dimension, elle ne pouvait être imaginée et conçue qu'avec une structure métallique. Parce que les poteaux sont somme toute très fins, ils sont très hauts, ils sont très légers, on peut y ménager de la décoration, on libère le sol de tout ce qu'on avait dans les siècles précédents, c'est-à-dire des piliers, on ne peut pas franchir. Donc ça, c'est merveilleux. Les plafonds se couvrent aux couleurs de la République. Bleu, blanc et rouge. Pour la première fois à l'Élysée, la République impose son décor, son architecture, à travers une technologie de pointe. La salle des fêtes est le symbole du rayonnement industriel de la France et de ce qu'elle est capable de faire. Mais ça, on ne le voit pas de l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur de la salle des fêtes et lever le nez vers le plafond pour voir l'abondance et la richesse de cette France industrielle naissante du 19e siècle. Dans les plafonds, on y avait intégré également les exutoires d'air chaud et de fumée, parce que tout ça est éclairé au gaz. Bien ici, il y avait des quantités de lustre formidables et il fallait évacuer tout ça. Donc vous avez des grilles d'aération qui sont masquées, en réalité, vous ne les voyez pas, dans des décors extrêmement gras, mais qui masquent aussi tout un fonctionnement. Et Sadi Carnot ne compte pas en rester là. Pour accueillir ses convives, il fait construire dans la cour d'honneur une imposante structure de verre et d'acier.
afin d'y placer les vestiaires nécessaires à l'organisation de telles réceptions. Vous aviez ici comme un jardin d'hiver, si vous voulez, en ossature métallique et en verre, qui occupait pratiquement toute la largeur, toute la hauteur du premier étage. Cette construction vraiment malheureuse a considérablement enlaidi la façade principale donnant sur la cour d'honneur, surtout que, comme elle était vitrée, on voyait s'agiter les huissiers ou les personnalités qui étaient reçues au palais, à tel point que l'insolence populaire a fini par baptiser cette véranda la cage aux singes. Pour l'Élysée, le siècle nouveau s'ouvre sur une période d'immobilisme. Le palais prend des allures de maison bourgeoise, où l'ennui s'installe durablement. En 1940, après la débâcle, le président Albert Lebrun laisse derrière lui un palais vide, dans lequel l'occupant renonce à s'installer. Comme pour achever l'histoire de la Troisième République, la cage aux singes est démolie en 1947. Il faudra attendre presque une décennie de plus pour que le palais retrouve enfin les attributs de la puissance. Dans le froid de l'hiver 1959, une voiture escortée de gendarmes mobiles se rend au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. À son bord, Charles de Gaulle, héros de la Seconde Guerre mondiale, s'apprête à devenir le premier président d'une toute nouvelle république, la 5e. Un régime où il devient chef des armées et du pouvoir exécutif. L'homme le plus puissant du pays. Le 8 janvier 59, c'est la date symbolique du retour absolu du pouvoir politique à l'Élysée. Lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: pouvait-on imaginer que le général de Gaulle arrivait pour inaugurer les chrysanthèmes? Là, cette fois-ci, oui, il y a une sorte de monarque républicain, c'est De Gaulle. Un monarque républicain qui, tradition oblige, doit prendre ses quartiers dans l'ancien hôtel d'Évreux. Il déteste l'Élysée. Cet ancien hôtel particulier, il est maintenant engoncé dans la ville, on respire pas. C'est pas ça, l'exercice du pouvoir. Pour De Gaulle, il faut qu'il y ait des symboles, que la vue soit dégagée. De Gaulle propose de déplacer la présidence de la République au château de Vincennes ou aux Invalides. Des lieux qui, selon lui, incarnent mieux le nouveau pouvoir présidentiel. Quand il a parlé de Vincennes, on lui a dit, en général, Vincennes, c'est trop coûteux. L'école militaire, ce sera très difficile. Les Invalides, vous n'imaginez pas. Bref, obligé de s'installer à l'Élysée. Si le général fait contre mauvaise fortune bon cœur, l'hôtel d'Évreux devra toutefois se plier à ses exigences. En véritable chef militaire, il se lance dans une profonde réorganisation du palais. Jusqu'alors maison d'apparat, l'Élysée deviendra le centre de commandement de la nation. De Gaulle, lui, il arrive, il a besoin d'avoir des équipes civiles, militaires, de politique étrangère. Il n'y a pas beaucoup de place. Le nombre de collaborateurs du général de Gaulle va être 6 à 7 fois plus élevé que celui de son prédécesseur René Coty. Une des premières choses que De Gaulle fait en 59, quand il arrive, c'est de récupérer tout le premier étage. Parce que jusqu'à présent, le premier étage sert à recevoir les souverains étrangers de passage. Quand on lui a dit que oui, mais alors, où est-ce qu'on allait les loger? De Gaulle répond: moi, je ne tiens pas à voir des rois en pyjama dans mes couloirs. Au premier étage, sous les combles, autour des cours est et ouest, le moindre cagibi est transformé en espace de travail. Le palais se mue alors en une gigantesque fourmilière où s'activent chaque jour entre 400 et 800 personnes.
deux hôtels, au 14 et au 18 de la rue de l'Élysée, sont alors achetés puis transformés en annexes. Quant au général, il jette son dévolu sur un lieu stratégique du palais, un salon situé au centre du bâtiment, le Salon Doré. Et c'est la première fois qu'un président de la République s'installe au premier étage d'une manière centrale. C'est assez clair hein, comme symbole. Tout part de là et tout converge jusqu'à ce point. Aujourd'hui encore, on peut entendre à l'Élysée, on parle du bureau du général. Depuis Charles de Gaulle, tous les présidents de la Ve République qui se sont succédés ont pris leur quartier à l'Élysée. Malgré ses défauts, le palais du XVIIIe s'est imposé comme la première demeure de l'Hexagone, l'hyperstructure du pouvoir tricolore. Les Français et le monde pourraient-ils dès lors imaginer le président s'installer ailleurs qu'à l'Élysée, loin des ors de la République ?